Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin des vidéos sur la cinématique où on va simplement cette fois-ci tracer les vecteurs accélération. On va faire ça dans un mouvement circulaire uniforme. Je vous parlerai du cas non uniforme juste après, il n'y a pas de difficulté. Pareil pour le cas rectiligne, franchement il n'y a pas de difficulté non plus. C'est le même principe, donc si vous savez le faire pour l'un, vous allez le faire pour tous. Et comme ça, en fait, finalement, ça fait une vidéo un peu plus courte et plus facile à regarder pour vous, je pense. Donc, je pars sur quelque chose d'uniforme à la louche, bien sûr. Voilà. Et je veux l'accélération. Allez, admettons que je vous dise, j'aimerais bien l'accélération au point 2. La question est, est-ce que je peux l'avoir, oui ou non? Vous allez voir, pour avoir cette réponse-là, eh bien, on a besoin de se poser la même question que précédemment pour les vecteurs vitesse. Quand je voulais la vitesse au point 2, il me fallait la distance entre le point d'avant et le point d'après, c'est-à-dire entre 1 et 3. On l'avait. Si je veux l'accélération au point 2, cette fois-ci on monte d'un cran. C'est pas la distance entre 1 et 3 qu'il me faut, c'est la vitesse en 1 et la vitesse en 3. Sauf que la vitesse en 1, pour l'avoir, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il me faudrait le point d'avant, et je l'ai pas le point d'avant. Donc normalement, si vous devez construire les vecteurs, on ne vous demandera pas à 2, mais on vous demandera à 3 au minimum, parce que à 3 vous demandera d'avoir V2 et d'avoir V4. Bien évidemment, vous auriez le point numéro 5. Et donc dans ce cas-là, eh ben, qu'est-ce que vous avez de beau là-dessus? Eh bien, ce point-là, la vitesse, je peux l'avoir parce que j'ai la distance ici que je peux avoir. Ce point-là, j'ai la vitesse que je peux avoir parce que j'ai ces deux points qui sont ici qui l'encadrent. Je peux avoir les deux vitesses. Alors, je suis sur un mouvement uniforme. Donc en fait, finalement, peu importe ce que je vais faire comme valeur de vitesse, ça ne changera rien. Moi, donc du coup, je vais faire n'importe quoi comme vitesse V2. L'essentiel, c'est que la longueur de cette flèche soit bien sûr la même que la flèche pour V4. Bon, là c'est à la louche bien sûr, mais normalement V4 doit être égal à V2, bien sûr. En mesure, attention, le vecteur V4 n'est pas égal au vecteur V2, qu'on soit bien d'accord, puisque les deux ne sont pas dans la même direction, ni dans le même sens. Donc on fait super attention, quand j'ai un mouvement circulaire uniforme, je n'ai pas des vecteurs vitesse égaux. J'ai des vitesses égales, mais pas des vecteurs égaux. Faites attention à ça. La définition maintenant de l'accélération instantanée en 3, eh ben, l'accélération en 3, ce sera simplement le point d'après moins le point d'avant au niveau de la vitesse, c'est-à-dire le point V4 moins la vitesse au point 2, tout simplement. Les points juste après et le point juste avant. Je divise ça comme d'habitude par 2 delta t. Pourquoi? Parce qu'il s'est écoulé ici 1 delta t, 2 delta t. Ah, j'ai sauté un point là en fait, pardon. Ah non, c'est pas les bons que je regarde en fait tout simplement. Il s'est écoulé autant pour moi 1 delta t, 2 delta t. Donc du coup forcément 2 fois delta t ici. Vous remarquerez que l'accélération elle est donnée vectoriellement et que c'est une soustraction vectorielle. Il ne suffira donc pas de faire 4 mètres par seconde moins 4 mètres par seconde, puisque c'est finalement uniforme. Et dans ce cas-là, vous auriez 0 mètres par seconde, en fait, comme variation de vitesse. Et donc, dans ce cas-là, en fait, finalement, j'aurais pas d'accélération. C'est pas le cas. Je fais une soustraction vectorielle. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai des vecteurs qui ne vont pas dans la même direction, cette soustraction existe et n'est pas nulle, c'est obligatoire. Alors, je vais vous l'écrire autrement pour vous montrer que finalement, ça peut être lu de façon un petit peu plus simple. En fait, V4 moins V2, je peux aussi vous le dire V4 plus moins V2. Ça vous paraît normal, je pense. Vous avez déjà vu ça en maths, mais quel intérêt de faire un truc pareil? Mais en fait, comme ça, on reconnaît plutôt que je vais avoir le vecteur 4, que je vais additionner, non pas au vecteur 2, mais à l'opposé du vecteur 2. En fait, moins V2, c'est simplement V2, mais qui va dans l'autre sens, tout simplement. Et comme ça, c'est plus facile à regarder. Une fois que j'ai ça, la méthode à appliquer, elle est purement géométrique. Alors, soit vous faites dans un petit coin de votre feuille, vous refaites V4. Donc là, c'est ce que je vais faire par exemple. Je me redessine V4. Attention, il faut que ce soit parfait. Bon là, c'est pas terrible, mais bon. Mon V4 ici, parfaitement parallèle. Et du coup, au bout duquel, je vais représenter le vecteur moins V2, c'est-à-dire pas lui, mais dans l'autre sens. Voilà, à la louche, bien sûr, ça fait ça, moins V2. D'où est-ce que je suis parti? Je suis parti d'ici. Où est-ce que je suis arrivé? Je suis arrivé ici. Mon vecteur donc est celui-là. Attention, ce n'est pas le vecteur accélération. C'est le vecteur delta V. Ou dit autrement, c'est V4 moins V2. Ce n'est donc pas une accélération. Attention, ce n'est pas homogène à une accélération. C'est homogène à une vitesse. C'est simplement la différence entre le vecteur V4 et le vecteur V2. Comme vous le voyez, j'ai des vecteurs de même taille et pourtant, il existe une variation de vitesse. J'ai donc une variation de vecteur vitesse. Cette variation existe, même si je suis dans un cas uniforme. Une fois que j'ai ça, la méthode est la même que d'habitude, mais par contre, il va falloir que j'utilise l'échelle des vitesses. L'échelle des vitesses, qui soit dit en passant, vous a permis normalement de trouver V2 et de trouver V4. Cette échelle, vous la réutilisez. Et donc, par exemple, je vais vous dire qu'elle fait 1 cm pour... Allez, on va mettre ça à la louche. On va dire que ça fait 5 cm sur le dessin. Bon, comme ça, je vais prendre un truc de 10 mètres par seconde. Voilà. Et donc, du coup, moi, si je vous dis que delta V mesure là
5 cm, ça fait que du coup je vais avoir un delta V de 50 mètres par seconde. J'ai donc bien un delta V existant. Une fois que j'ai ça, attention, hein, cette étape elle est essentielle parce que si vous ne faites pas la mise à l'échelle, votre calcul ne vaut rien. Vous n'allez pas faire 5 divisé par 2 delta T. Hein. Donc une fois que j'ai fait ça, du coup je calcule l'accélération au point 3. En norme, cette fois-ci, il n'y a plus de vecteur comme vous pouvez le voir. C'est donc égal à 50, c'est-à-dire du coup delta V. Hein, dit autrement, si je vous le mets littéralement, c'est delta V sur 2 delta T. C'est-à-dire du coup 50 divisé par 0,4, 2 fois 0,2. Alors cette fois-ci, ça tombe pas juste, c'est un petit peu dommage. 5 quarts, c'est plus que 4 quarts qui valait 1, donc 5 quarts, c'est 1,25, mais c'est 50 sur 0,4, donc ça fait 125 mètres par seconde. Attention, je viens de faire une petite erreur, c'est pas 125 mètres par seconde, puisque j'ai divisé une vitesse par un temps, c'est 125 mètres seconde moins 2. Parce que je prends des mètres par seconde que je divise par des secondes, c'est-à-dire que je multiplie par des secondes moins 1, seconde moins 2. Une fois que je viens de l'effacer, je suis stupide. Donc, le vecteur delta V était comme ceci. Donc, le vecteur accélération, maintenant, il faut que je le représente. Oui, mais ce vecteur accélération, il faut une échelle aussi pour le représenter. Donc, rappelez-vous, on avait une échelle de position pour déterminer les distances. On avait une échelle de vitesse pour déterminer les vecteurs vitesse. Une échelle maintenant d'accélération pour déterminer les vecteurs accélération. Pareil, je vais faire un truc facile. Encore une fois, vous vous adaptez à ce qui serait donné en exercice. 1 cm pour 12,5 mètres secondes moins 2. Ça veut donc dire que moi, je vais faire une flèche de 10 cm, puisque là, j'ai 10 fois plus, tout simplement. Delta V était dans cette direction et dans ce sens. Vous remarquerez que l'accélération, puisque par définition, l'accélération en 3, c'était delta V sur 2 delta T. Vous remarquerez que les vecteurs sont portés sur A et sur delta V, ça veut dire que l'accélération en 3 est dans le sens et dans la direction de delta V. Elle ne vaut pas delta V, mais elle est dans sa direction et dans son sens. Donc il suffit de faire un truc comme ça, voilà. Un truc de 10 cm, tant qu'à faire, hein, bien sûr. Et donc ça fait A3. Alors, bon, c'est fait à la louche tout ça, mais il y a une propriété qui est essentielle à retenir, c'est qu'en fait, là, alors si j'ai pas trop mal fait le truc, ça devrait pas être mal. Ouais, hein, à peu près. On va dire. Et bien du coup, l'accélération, il se trouve que, je vais la faire un petit peu mieux pour que ce soit plus clair pour vous, hop, voilà, comme ceci. Et bien le vecteur accélération, quand vous avez un mouvement circulaire uniforme, est toujours dirigé vers le centre. Alors faites attention, ça c'est en 2 dimensions. En 3 dimensions, imaginez un cylindre là qui se projette vers vous, ce ne serait pas le centre du cylindre, ce serait selon l'axe de révolution du cylindre. Donc on dira en fait que l'accélération est accipète, on appelle ça. Vous connaissez le centrifuge, vous connaissez du coup peut-être pas, mais il existe aussi le axifuge. Donc centrifuge fuit le centre, axifuge fuit l'axe. Alors de façon générale, on dira du coup, et donc l'inverse au fait c'est centripète ou accipète tout simplement. Donc on dira centripète ici parce que ça se dirige vers le centre, enfin centripète parce que ça se dirige vers le centre en 2 dimensions. En 3 dimensions, on dirait plutôt accipète et non pas centripète. C'est pas très grave, c'est que du vocabulaire. En tout cas, retenez que ça se dirige vers le centre de révolution du système. Et donc, en fait, ici, là, vous avez l'accélération qui serait comme ça, ici l'accélération qui serait comme ça, etc., etc. Retenez, parce que vous pourriez vous dire, mais non, j'ai pas l'impression, moi, d'être projeté vers l'intérieur quand je suis dans un rond-point, moi. Je suis dans un rond-point, je suis dans ma voiture ici, comme ça, ma voiture tourne. Comment je ressens la chose dans ma voiture? J'ai l'impression d'être projeté comme ça vers l'extérieur. Vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, la force centrifuge. Pour la force centrifuge qui vient d'une accélération, c'est pas une vraie force en fait, ça vient d'une accélération ici, et quand cette accélération est dans un sens, la force ressentie est dans l'autre sens, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas si simple que ça quand même, mais voilà pour le principe. Donc ça, c'est dans le cas uniforme. Si vous avez un mouvement qui n'est pas uniforme, vous avez un mouvement accéléré, bon, vous aurez vite compris, ça veut dire que V4 est plus grand que V2. Ça veut donc dire que cette fois-ci, en fait, tout simplement, je vais aller beaucoup plus loin ici, et donc V2 va m'emmener beaucoup moins loin ici. Et donc vous aurez une flèche davantage comme ceci. Et donc qu'est-ce que ça change? En fait, au lieu d'avoir une accélération comme ceci, je vais avoir une accélération plutôt comme ceci, ou comme cela. Alors là, on est dans une grosse accélération. Je ne suis plus cette fois-ci sur une accélération dirigée vers le centre. Encore une fois, ça se trouve géométriquement tout ça. Donc je n'aurai plus
une accélération dirigée vers le centre, j'aurai une accélération plutôt dirigée vers le sens du mouvement. Et dans ce cas-là, quelle est la force que vous allez subir? Vous allez subir cette force dans l'autre sens. Et finalement, c'est assez logique. Je suis dans mon rond-point, j'accélère. Qu'est-ce qui se passe quand j'accélère en voiture? Je suis projeté vers l'arrière. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis en rond-point? Je suis projeté vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire extérieur plus arrière? Ça veut dire ça. Et ça veut dire que du coup, l'accélération, elle était comment? Elle était comme ceci. Là, je mets le centre ici. Normalement, la force, donc l'accélération, elle devrait être comme ça si c'était uniforme. Et vous voyez, elle est dans le sens du mouvement, l'accélération. Et donc du coup, je subis bien une force qui va m'emmener vers l'extérieur et vers l'arrière. Bien évidemment, j'espère que vous l'aurez compris. Si j'ai cette fois-ci quelque chose de décéléré, alors V4 va être plus petit que V2. Et donc je vais plutôt partir dans ce sens-là. Et donc mon accélération va plutôt être comme ceci, dans le sens opposé au mouvement. Ça veut dire du coup cette fois-ci que c'est comme si vous freiniez et qu'en même temps vous étiez dans le rond-point. Donc je freine et je suis dans le rond-point, donc je suis projeté dans ce sens-là, là-bas. Est-ce que c'est bien cohérent avec le fait d'avoir une accélération comme ceci? Oui, opposée à celle-là, tout simplement. Voilà, alors pour le cas, rapidement, rectiligne, etc., n'importe quel autre cas plutôt rectiligne du coup, le principe est le même et du coup c'est très simple en fait. Simplement, bien évidemment, si vous voulez l'accélération en 2, il vous faut la vitesse en 1. Je ne peux pas l'avoir parce que j'ai pas le point d'avant. Donc je vais devoir avoir l'accélération en 3. Sauf si bien sûr on vous la donne dès le début, celle-là il n'y aurait pas de problème. Donc il me faut la vitesse ici, il me faut la vitesse ici. Une fois que j'ai les deux, je construis graphiquement. Donc je dessine mon V4, au bout duquel je dessine moins V2. Et donc du coup je suis parti d'ici, je suis arrivé ici. Ça c'est le vecteur delta V. Vous le mesurez, vous le mettez à l'échelle, vous divisez par 2 delta T. Vous remettez à l'échelle pour avoir l'accélération, boum, vous trouvez du coup l'accélération en 3. Une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à et vous voyez que du coup je suis dans un mouvement accéléré là, ici. Parce que je vais dans ce sens-là. Si le mouvement était décéléré, l'accélération elle irait dans l'autre sens. Si le mouvement était uniforme, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'accélération. Le seul cas où il n'y a pas d'accélération finalement dans un mouvement uniforme, c'est dans le cas du mouvement rectiligne uniforme. Tout simplement. Voilà, bon, je vais faire rapidement le dernier cas, mais je vous promets que c'est exactement la même chose. Entraînez-vous à le faire. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire. D'autant plus que très souvent, de toute façon, dans les sujets de bac, on aime bien vous donner des mouvements plutôt circulaires parce que c'est souvent utilisé pour les mouvements des planètes et les choses comme ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage.